c'est jusqu'à ces 10 dernières années, les puits de savoir étaient très identifiés. On avait les universités, les laboratoires, les centres de recherche, recherche et développement. On savait exactement à quelle porte aller toquer. Depuis une dizaine d'années, le savoir vient de partout et tout change. Ce sont des éruptions de savoir qui bondissent de partout. Et elles irriguent vos entreprises. Les sites web, les réseaux sociaux, les forums, les blogs, les vidéos. La question se pose donc, comment former vos collaborateurs en permanence ? Comment est-il possible de les former ? Bien sûr, vous avez des séances de formation, on vient d'en parler avec le DLR, mais enfin, on voit bien que la vague vient de partout. Comment faire pour qu'une maîtrise puisse être donnée à l'un de vos collaborateurs ou à plusieurs ? Eh bien, en réalité, chacun d'entre nous peut devenir l'université de son voisin. Ce n'est pas du tout une question de savoir, ce n'est pas du tout une question d'âge, c'est une question de culture, une question d'état d'esprit. Elle porte un nom, c'est aussi une technique, cela s'appelle le feedback. Pour nous en parler, puis-je vous demander d'accueillir Stéphane Moriou. Non, pas de commentaire, je vous remercie. Stéphane est docteur en psychologie. Il enseigne à Londres, il a son cabinet à Paris, il accompagne des dizaines d'entreprises, France et dans le monde entier. Et surtout, Stéphane, vous faites partie d'un cénacle extrêmement réduit, moins d'une dizaine de personnes qui, de par le monde, sont des chercheurs sur le feedback. Merci beaucoup d'être parmi nous. Oui. Peut-on basculer, si vous le voulez bien, non, sur la globalité du cadre? Merci beaucoup. Super, merci. Oh, voilà donc la science, voilà l'art, voilà le feedback. Eh bien, Stéphane, il va falloir, accoutré comme tu es, je ne comprends pas trop, mais accoutré comme tu es, partir de la complexité scientifique et aller vers le lumineux et la simplicité. Merci. C'est dimanche. On vient de terminer le repas familial. J'ai 10 ans, je viens de souffler mon gâteau d'anniversaire. Et juste après la traditionnelle cérémonie des cadeaux, je me retrouve affublé de ça. Parce que vous savez, dans les anniversaires, il y a un truc fabuleux, c'est votre mère veut immortaliser le moment et prendre des photos. Et maman, ce jour-là, me dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Elle me dit, tu sais, un jour, mon fils, tu seras fier de porter ce gilet de grand-mère. Je peux vous dire que ce jour-là, je ne l'ai pas vraiment cru, mais qu'aujourd'hui, devant les adhérents du DLR, je suis assez fier de pouvoir arborer ce... Ça n'est pas un gilet de sécurité. Hein. Voilà. Alors, pourquoi je porte ce gilet ? Je porte ce gilet tout simplement parce que tout ce que j'ai à vous dire sur le feedback, absolument tout ce que j'ai à vous dire sur le feedback, est dans ce gilet. Alors pourquoi le feedback, c'est un sujet intéressant ? Parce que c'est un sujet qu'on apprend nulle part et qui a été un sujet que finalement peu de chercheurs ont exploré. Prenez la mesure, si vous allez sur Amazon, vous trouverez des dizaines de milliers de livres sur le management, vous verrez moins d'une douzaine de livres sur le feedback, et moi c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé, et je me suis dit, tiens, est-ce qu'au travers des pratiques de feedback dans le monde, est-ce qu'il y a des règles qui s'appliquent partout ? Est-ce que, bien sûr, il y a des différences, on ne fait pas le feedback de la même manière aux États-Unis, en France, au Japon, en Asie, mais est-ce qu'au-delà de ces différences, est-ce qu'il existe un fond commun, propre au feedback, et qu'on pourrait tous partager, et qu'on pourrait appliquer à la fois dans notre vie professionnelle, et à la fois dans notre vie personnelle, et ce sont les fruits de ces travaux que je me propose de vous proposer aujourd'hui. Feedback, ça veut dire littéralement nourrir en retour. Feed, c'est nourrir, back en retour. La définition que nous apportons du feedback, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un pour l'aider à grandir et réaliser son potentiel. Le feedback est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un pour l'aider à grandir et réaliser son potentiel. Alors, j'ai 10 ans,
on a fêté mon anniversaire, le lendemain matin, maman m'oblige à aller à l'école avec ça. Je ne sais pas si vous avez vécu ce drame, mais c'est horrible, horrible, parce que bien évidemment, c'est moche, vous vous dites, même à 10 ans, c'est quand même un truc, donc bien évidemment, dès que maman me lâche devant l'école, je sors de la voiture, je planque le truc dans le cartable et je rentre dans la classe. Ce jour-là, on a un devoir de maths. Et à la fin des devoirs de maths, comme de tous les examens qu'on a passés, on va voir nos meilleurs amis. Moi, j'en avais 2, Pierre et Alain. Et on se dit, et alors toi, tu l'as réussi comment cet exercice? Alors mes 2 copains étaient assez géniaux, puisque le premier s'appelait Alain, c'était l'intellectuel de la classe. Et alors Alain, il avait un espèce de tic, un espèce d'automatisme, qui consistait à chaque sortie d'examen à dire « je le sens mal ». Le 3e exercice, je pense que je l'aurai pas. Et alors Alain avait toujours 17 sur 20. Et je ne sais pas si vous avez connu ça quand vous étiez enfant, mais les Alains sont particulièrement désagréables. Vous savez, ces types ou ces nanas qui vous disent à la fin de chaque examen qu'ils ont raté, et à chaque fois, ils ont de meilleures notes que vous. Pierre, lui, c'était pas tout à fait le même genre. Pierre, c'était l'optimiste. Pas très bon, mais joyeux comme garçon. Et en fait, lui, à la fin des examens, parfois, il sortait et disait « Ah, celui-là, je crois que je l'ai. Enfin, je pense que je vais y arriver. » Et bien évidemment, très souvent, le pauvre se payait une mauvaise note. Et moi, j'étais entre les deux, et j'avoue sincèrement que je ne savais pas vraiment comment me positionner. Quelques années plus tard, 2 chercheurs américains ont rendu cette expérience qu'on a probablement tous vécue, ont transformé ça en recherche, et ont découvert un effet qu'on appelle aujourd'hui l'effet Dunning-Kruger. Alors comment ça se passe? Cette recherche est relativement simple. Vous prenez un groupe d'une centaine de personnes, vous leur faites passer un examen, quel qu'il soit, maths, sport, culture générale, et vous répartissez les gens en paquets de 25. Le premier groupe de 25 sur votre gauche, ce sont les moins bonnes notes, puis les 25 notes au-dessus, puis les 25 notes au-dessus, et enfin, vous avez les 25 meilleurs performeurs de cet examen. Et à la fin de l'examen, vous rajoutez juste une petite question, un truc presque anodin. Vous demandez à chacun de faire un pronostic sur sa note. Et vous comparez les résultats. Irrémédiablement, ça a été reproduit des dizaines de fois, systématiquement, on retrouve à peu près la même courbe. Qu'est-ce que dit cette courbe? La courbe dit fondamentalement que pour le 3e et le 4e quartile, donc grosso modo pour les bons, les gens s'auto-évaluent globalement pas mal, mais que pour les 2 premiers quartiles, il y a un écart qui n'est pas un écart minimal. Et de cette expérience, on peut tirer une conclusion fondamentale sur la psychologie humaine. Nous sommes absolument incapables de nous auto-évaluer. L'être humain est incapable de s'auto-évaluer, et s'il est incapable de s'auto-évaluer, il va devoir passer par la transition du feedback. Sans feedback, vous ne saurez jamais où vous êtes au 4e, où vous êtes au 3e, où vous êtes au 2e, et surtout où vous êtes au premier quartile. Parce que la bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous les 4 à la fois. Selon les compétences auxquelles vous pensez, selon les talents auxquels vous faites allusion, vous verrez que vous êtes dans le premier, dans le 2e, dans le 3e ou dans le 4e quartile. Sans feedback, vous ne pouvez pas savoir. Alors, ça c'est important parce que ça veut dire que ce que je pense de moi, ce qu'on appelle mon identité, est finalement moins important que ce que les autres pensent de moi, c'est-à-dire ma réputation. Et qu'on soit clair dans votre milieu professionnel, votre identité, ce que vous pensez être, tout le monde s'en contrefout. Ça n'intéresse personne. La seule chose qui intéresse les gens, c'est votre réputation. Et ça, bien évidemment, sans feedback, vous allez avoir du mal à la connaître. Alors comment on fait pour l'avoir? Dans le domaine de la formation, vous avez plusieurs manières en fait de recevoir ce feedback. Premièrement, vous avez aujourd'hui des outils informatisés, le e-learning. Alors en fait, le e-learning aujourd'hui, on sait que ça ne marche pas très très bien. Alors je suis désolé s'il y a des fervents défenseurs du sujet, mais si vous prenez par exemple les cours donnés par les grandes universités américaines ou européennes, ce qu'on appelle les fameux MOOC, le taux de succès des MOOC aujourd'hui, c'est moins de 10%. Et on calcule le taux de succès uniquement sur la base des gens qui ont commencé le cursus et qui le terminent. Si vous apprenez avec quelqu'un qui donne du feedback correct, vous allez avoir une courbe d'apprentissage normale, c'est-à-dire la personne va vous permettre de vous réaliser tel que vous pensiez que vous étiez capable de vous réaliser. Mais si dans votre vie, vous avez la chance de rencontrer quelqu'un qui vous donne un feedback extrêmement impactant,
Eh bien, cette personne, grâce à ce feedback, va vous amener quelque part où vous n'imaginiez même pas que vous étiez capable d'aller. Et moi, c'est ce feedback-là qui m'intéresse. C'est celui qu'on peut offrir aux gens pour les aider à se réaliser et à aller encore plus loin que ce qu'ils pensent. Ce feedback-là, il a une caractéristique, c'est que dans notre vie, on en a reçu très très peu. Si vous prenez quelques secondes d'introspection et que vous réfléchissez aux gens qui vous ont vraiment fait un feedback, qui vous a vraiment marqué, qui a vraiment transformé durablement et profondément quelque chose dans votre personnalité, vous verrez que normalement, vous les comptez à peine sur le doigt d'une main et parfois, ils sont inférieurs à 3. Ok, donc la différence entre identité et réputation, c'est très clair. Maintenant, tu nous dis, le e-learning, c'est pas terrible. Les profs, un peu mieux. Le top du top, c'est le manager coach. Alors Stéphane, explique-nous pourquoi tous les managers ne sont pas des coachs en matière de feedback. Je l'aime bien, lui. Il a une bonne tête. Alors oui, il y a des raisons pour lesquelles on n'est pas bon en feedback. Alors rassurez-vous, dans tous les pays du monde, il y a des problèmes. Je vais vous parler ceux de la France, mais vous seriez aux États-Unis, ils ne savent pas donner de feedback non plus. Vous iriez en Asie, ils ne savent pas donner de feedback. En tout cas, chaque pays a ses caractéristiques. Je vais vous expliquer pourquoi en France, on a beaucoup de mal à donner du feedback. Il y a 3 raisons principales à cela. Une raison socio-culturelle, une raison liée à notre système éducatif, et enfin, une raison liée à nos structures familiales. La raison socio-culturelle d'abord. Nous sommes dans une société dite judéo-chrétienne. La société judéo-chrétienne commence avec des livres, et le livre qui fonde la société judéo-chrétienne, c'est un livre qui s'appelle le livre de la Genèse, qu'on retrouve à la fois dans la Torah et à la fois dans l'Ancien Testament catholique. Ce livre de la Genèse, je vous le fais très court, il commence par la création du monde en 6 jours par Dieu. Dieu crée la terre, le ciel, les petits oiseaux, les arbres. Il place Ève et Adam au milieu du jardin d'Éden. Le 7e jour se repose et il donne une consigne, une seule, à Adam et Ève. Il leur dit, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Il y a un truc qu'il ne faut pas faire, c'est manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, si vous le faites, pas bon, vous allez mourir, dit Dieu dans la Genèse. Bien évidemment, vous connaissez l'histoire, il y a le serpent perfide qui est là, qui invite Ève à manger la pomme. Ève craque pour la pomme, invite le pauvre Adam, qui n'a rien compris, à manger la pomme. Bref, Dieu n'est pas content et punit tout le monde. Et Dieu dit au serpent, tu finiras par ramper, tu mangeras la terre et tu ramperas devant les hommes, ça sera ta punition. Il dit à Ève, toi, tu enfanteras dans la douleur et tu seras soumise à ton mari, ça vient de là. Moins 7000, moins 2000 avant Jésus-Christ, la Genèse, pour vous dire quand même que ça fait quelques générations. Et il dit à ce pauvre Adam qui s'était fait avoir comme un couillon, et il lui dit, écoute toi, de la terre va pousser des ronces et des racines, et toute la journée tu vas labourer pour réussir à cultiver et faire ton pain. Bref, pourquoi cette histoire? Parce que cette histoire nous raconte quelque chose de fondamental sur notre culture. Elle nous explique que fondamentalement, nous sommes au départ pécheurs. Dès le départ, l'être humain n'est pas considéré dans tout ce qu'il a de brillant, de beau et de fabuleux, il est considéré par rapport à ce qu'il a de pécheur. Ça a des conséquences fondamentales. Au XVIe siècle, raison éducative, au XVIe siècle, les jésuites inventent la notation sur 10. C'est une notation qu'on appelle par relevé d'erreur. C'est quoi le principe? Vous apprenez une épreuve, par exemple la dictée, et à chaque fois que vous faites une erreur, on vous retranche des points. Ce qui fait que peut-être certains dans la salle avaient des notes inférieures à 0. Vous savez, le fameux coup du moins 4 sur 20 qu'on pouvait avoir. Voilà, c'est incroyable, c'est un système qui fonctionne par relevé d'erreur. Alors c'est intéressant parce qu'on n'est pas en train de vous dire voilà ce qui marche bien, on est en train de vous dire voilà ce que tu fais mal. Moi j'ai mon fils un jour qui vient me voir, à l'époque il a 7-8 ans, il amène sa dictée et il me dit papa, il y a un truc, je ne comprends pas. Je prends la dictée, 16 sur 20. Pour cette génération-là, on va vous en parler après, moi j'étais assez fier. Et donc en père qui se veut éducatif, je lui dis, bon, écoute, est-ce que tu as compris tes erreurs? Il me dit, oui papa, mais c'est pas ça le problème. J'ai compté le nombre de mots justes. Et il dit, dans cette dictée, j'en ai fait 367 justes. Et il me dit, papa, si dans cette dictée, j'en avais fait 267 justes, j'aurais réussi 16 sur 20. Là, il y a un truc qui ne va pas, papa. Alors là, ce jour-là, je peux vous dire qu'en tant que père, vous avez un petit moment de fierté.
Vous avez dit, je n'ai pas tout raté dans la vie. Parce que ce petit abruti dit quelque chose de fondamentalement vrai. Auquel vous n'avez jamais pensé, vous avez 40 piges, vous n'avez pas pensé, effectivement. Et vous dites, waouh, ça a des incidences, ça. Et alors vous repensez, et puis vous repensez, ah ouais, raison familiale, le bulletin trimestriel, grand moment. Moi, ça se passait comme ça chez moi à la maison. J'arrivais avec mon bulletin, papa travaille dans son bureau. Et papa, au moment où je lui présente mon bulletin, papa ne lève pas le nez. Vous savez, ce sont ces instants dans la vie d'un enfant qui sont assez structurants. Et au bout d'un moment, papa lève le nez, je lui tends mon bulletin. Papa regarde en silence. Et à peu près tous les trimestres, papa faisait la même chose. Explique-moi le 8 en latin. Là, vous pouviez avoir 17 en maths, 16 en histoire géo, 18 en français, des bonnes appréciations, même être bon en sport. Le seul truc qui comptait, c'était le 8 en latin. Et je détestais le latin. Alors faites comme vous voulez, mais quand vous êtes dans une société qui regarde d'abord vos péchés, qui vous évalue par rapport à vos erreurs, et dans vos familles, on vous pointe du doigt le principe qu'on regarde d'abord vos erreurs avant de regarder ce que vous faites bien, ça structure notre manière de donner du feedback. En France, c'est tellement fort cette manière de penser qu'on en fait des blockbusters. Ce que je vais vous montrer là à l'écran, ça a été à la tête des affiches du cinéma français de 1966 à 1998. 17 millions d'entrées. Il a fallu attendre 98 pour qu'un film américain qui s'appelle le Titanic batte ce film-là. Et il a été battu uniquement en 2008 par un autre film français qui s'appelait Bienvenue chez les Ch'tis. Je vous laisse savourer, ça parle de feedback. Merci, monsieur, c'était très bien. C'était très bien. Non, c'est moi. Non, bon, vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien... ça, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais, hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention, faites très attention, hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas un citoyen page, ce n'est pas orgueilleux, de l'orgueil de l'enfant. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. Au 17. Hop. Alors, si jamais ça vous évoque ce que vous faites parfois dans vos entreprises ou parfois même dans vos familles, c'est peut-être le moment d'écouter la suite. Alors, bien évidemment, ça, c'est l'erreur classique française. Elle existe dans d'autres pays, rassurez-vous. C'est de faire en fait d'abord un petit compliment, parce que vous avez entendu les formations américaines qui disent « tu lui fais un petit truc sympa ». Après, vous mettez un gros « mais ». Vous aimez beaucoup ce mot-là. Et puis alors après, vous faites la liste de tous les reproches. Et c'est généralement une vraie liste parce que vous avez tellement peur que l'autre réagisse et ne soit pas d'accord avec vous que vous préférez lui en mettre un bon paquet. Comme ça, voilà. Alors ça, bien évidemment, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Ça n'est pas du feedback. C'est de l'espèce d'ordre managérial déguisé en feedback. Il faut arrêter ça. N'est pas non plus feedback les compliments et les reproches. Beaucoup de gens pensent que les compliments et les reproches sont des feedbacks. Les compliments et les reproches sont là pour partager des émotions, mais ils ne sont pas feedback en ce sens qu'ils ne permettent pas de grandir. Ils ne nous apprennent rien qui nous permette de nous développer et d'apprendre quelque chose que nous ne connaissions pas par rapport au passé. Ça, on est content, on partage. Bravo, bien joué les gars. On n'est pas content, on dit mais qu'est-ce que vous devenez? Mais c'est pas possible qu'il y ait eu cette idée débile. Ça, c'est les compliments et les reproches. Il faut en faire, mais ça n'est pas du feedback. Bon, stop. Tout ce que tu nous racontes, Stéphane, très chouette, très intéressant, bravo. Compliment. Mais concrètement, le feedback, tu tournes autour du pot, on ne sait toujours pas ce que c'est. Bon, il est d'un seul coup beaucoup moins sympathique. Il existe 3 types de feedback et seulement 2 sont à utiliser. Premier type de feedback, c'est celui qu'on appelle le feedback positif. Le feedback positif est par définition une invitation à gagner au nouveau. C'est un feedback assez simple à faire, mais que nous ne faisons pas assez. Il consiste à dire aux gens ce qu'ils ont bien fait dans une situation donnée, qui a bien marché, pour qu'ils le reproduisent dans l'avenir. Et ne partez pas du principe que, puisqu'ils ont réussi, ils ont compris. Non, 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 non. C'est beaucoup plus subtil que ça. Quand on fait quelque chose de bien, nous ne savons pas nécessairement pourquoi nous l'avons bien fait, et nous avons besoin que quelqu'un nous explique, nous mette en relief la bonne action que nous avons eue, de telle sorte que nous puissions la reproduire la prochaine fois que nous serons dans la même situation, dans une situation similaire. Le feedback qu'il faut bannir, c'est le feedback négatif. C'est celui qui consiste à pointer du doigt ce qui a été mal fait dans le passé. Alors celui-là, s'il vous plaît, arrêtez.
C'est du harcèlement, c'est de la torture. Ça ressemble à une forme de soumission. Ben oui, c'est ça au départ. Hein. Ce sont des modèles d'autorité, mais ça ne marche pas. Jean de La Fontaine a écrit dans une de ses fables, Le renard et les poulets d'Inde, il a écrit « Le trop d'attention que l'on a du danger fait le plus souvent qu'on y tombe. Le trop d'attention que l'on a du danger fait le plus souvent qu'on y tombe. » Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous portez le regard de vos collaborateurs, si vous portez le regard de vos enfants sur ce qu'il ne faut pas faire, croyez-moi, ils tomberont dedans. C'est psychologiquement démontré dans plein de situations. Et s'il y a des motards dans la salle, des conducteurs, vous savez que si vous regardez l'obstacle, vous faites ce que vous voulez, vous foncerez dans l'obstacle. Il faut regarder la solution. Regarder la solution, ça s'appelle le feedback correctif. C'est celui-là. Et alors, le feedback correctif, il a une subtilité, c'est que le feedback correctif ne parle pas du passé. Le feedback correctif parle uniquement de l'avenir, et ça, c'est difficile. Il consiste à dire, si tu te retrouves dans cette situation dans l'avenir, je te conseille plutôt d'agir de telle et telle manière, et en faisant ça, tu seras probablement meilleur. Alors que nous, on ne fait pas ça. On dit, t'as vu la semaine dernière dans la réunion et dans le rendez-vous client, là? Non mais t'as vu comment tu t'es comporté? Non mais t'as appris ça où? Tu veux recommencer encore? Le problème de ça, c'est que ça ne marche pas. Plus exactement, ça marche pour 8% des gens, mais on va passer au travers de ça. Dans 92% des cas, ça ne marche pas, il faut donner du feedback correctif. C'est un feedback difficile à donner, je vous donne la technique. Elle est relativement simple, elle s'appelle le STAR. STAR, c'est juste un moyen mémotechnique pour se dire que quand on veut être factuel, il faut donner 3 informations. Situation, action, résultat. Situation, action, résultat. Feedback positif. Vous allez dire à votre collaborateur, à votre enfant, à votre conjoint, vous allez dire, tu vois, dans telle situation, tu as fait ceci, cela, ça a bien marché. Sous-titré, si tu te retrouves dans une situation similaire, refais la même chose, ça va marcher. Ça, c'est le feedback positif. Celui qu'il ne faut pas faire, c'est celui qui raconte la même histoire. Tu vois, dans le passé, tu as fait ça, c'était nul, ça a donné un résultat catastrophique, arrête. Celui-là, vous le bannissez. Celui que vous faites, c'est celui du milieu. C'est celui qui est correctif. Et là, vous dites, si tu te retrouves dans cette situation dans le futur, fais plutôt comme ci ou comme ça, et tu verras, tu auras un meilleur résultat. Ça, c'est la technique de base. Maintenant, il y a des subtilités. Il y a des mots à ne pas utiliser. On les appelle les mots toxiques. Il y en a 3 catégories. Faites très attention. Si vous les utilisez, vous cassez tout le reste. Premier mot toxique, le mot « mais », M-A-I-S, qu'il faudrait toujours substituer par le mot « et », E-T. Arrêtez d'utiliser « mais ». Le mot « mais » tue la première proposition, alors que le mot « et » rajoute à la première proposition. Ça change fondamentalement les choses. Je vais vous faire une démonstration très rapide. 2 propositions indépendantes. La première, j'ai prévu d'aller au ski au mois d'avril. La deuxième, je n'ai pas d'argent. Regardons si on met un mais ou un e au milieu, la conséquence. J'ai prévu d'aller au ski au mois d'avril, mais je n'ai pas d'argent. Conclusion, j'y vais pas. Pas cool. On recommence. J'ai prévu d'aller au ski au mois d'avril et je n'ai pas d'argent. En conclusion, je vais en trouver. Vous voyez quand même, ce mot, il est incroyable. Alors, je vous donne une astuce. Le prochain email que vous allez écrire, pensez au barbu et à son gilet. Et quand vous allez écrire MIS, dites-vous, oh, le barbu et son gilet. Et essayez de transformer le MIS en ET. Je vous fais 2 promesses. La première, c'est que ça marchera toujours. La deuxième, c'est que ça transformera le sens de votre phrase en quelque chose de beaucoup plus acceptable. Commencez par l'écrit, parce que l'acquérir à l'oral, ça demande un peu de pratique. Pour les petits malins dans la salle qui veulent utiliser à contrario, par contre, à l'inverse, toutefois, cependant, c'est la même chose. Interdit, première catégorie. Deuxième catégorie, il y a des mots qui tuent, il y a des mots qui sont trop forts, des mots généralisants, des mots du style de toute façon, avec toi, c'est toujours pareil. Tu es totalement désorganisé, j'ai jamais vu un type comme toi. Personne ne peut accepter ça. Il y a pire. Tu sais, toi, tu es bien comme ta mère. Ça, vous voyez, ça, vous pouvez faire 2 doctorats en psychologie, c'est irrécupérable. Il n'y a rien qui peut vous sauver. 3e catégorie de mots toxiques. L'utilisation abusive du verbe être à la place de focaliser l'attention sur le faire. On ne dit pas à un enfant qu'il est stupide, on dit à un enfant que ce qu'il a fait est stupide. Pourquoi? Parce que si vous continuez à raconter à un enfant qu'il est stupide ou qu'il est mauvais en maths, il finira par le croire et le devenir. Alors bien évidemment, si vous dites « mais par contre,
T'es bien nul en maths comme ta mère. Là, excusez-moi, mais c'est que vous avez raté la leçon. Bon, Stéphane, j'ai une dernière question et après, promis, je ne t'embête plus. Tout ce que tu nous as raconté est intéressant et j'ai vu dans l'assemblée des gens qui prenaient des notes et des regards qui s'illuminaient. Mais quand même, tu as commencé avec l'histoire du pull de grand-mère et moi je reste sur ma faim. J'ai toujours pas compris cette histoire du pull de grand-mère. Alors, tu vas nous l'expliquer enfin? Il déraille, hein. Il est moins sympathique sur la fin qu'au début. Alors oui, alors si vous avez une grand-mère qui tricotait, il y a probablement des gens, enfin dans votre génération, des gens qui ont eu des grand-mères qui tricotaient, on partage 3 drames existentiels, parce que tous ceux qui ont une grand-mère qui tricotait ont vécu ça. Première caractéristique du pull de grand-mère, il est moche. Le catalogue fil d'art ou Bergère de France était quand même un truc assez particulier, et quand vous arriviez à l'école, difficile quand même à porter. La deuxième caractéristique du pull de grand-mère, c'est qu'il est fait dans une laine assez improbable qui gratte. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc, mais vous avez acheté des dizaines de pulls en laine depuis, il n'y en a pas un qui gratte, mais la laine fil d'art, ça gratte. Et troisième caractéristique du pull de grand-mère, il est souvent à la mauvaise taille. Moi, la mienne, elle était assez prévoyante, voyez-vous. Donc j'avais un truc genre, pour 10 ans, j'avais probablement une taille 13-14. Donc autrement dit, j'avais un truc moche, un truc qui grattait, et un truc que j'allais probablement devoir porter pendant 2 ou 3 ans. Mais au moment où ma grand-mère m'offrait ce pull qu'elle avait tricoté avec tout son amour, quel était le seul et unique mot que je lui disais? Eh bien, voyez-vous, chers amis, le feedback, c'est comme un pull de grand-mère. C'est pas toujours très beau, ça gratte souvent, et c'est rarement à la bonne taille. Mais la prochaine fois qu'on vous en fera un, s'il vous plaît, dites un mot et un seul, merci.